Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Un bilan lecture qui était, ma foi, vraiment sympathique. Mais sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par un petit Stephen King, Joe Hill, la combinaison entre le père et le fils qui s'avère très explosive, très chouette. J'ai adoré de A à Z. Je vous l'ai déjà présenté vite fait dans mon book haul en disant que je vais vous donner plus de détails ici dans ce bilan lecture et ça va être chose faite. Pour ceux qui ne savent pas, Plan de Gaz, c'est une nouvelle coécrite par le père et le fils. Deux auteurs que j'adore de tout mon cœur. Vous savez, Stephen King, c'est mon auteur préféré. Joe Hill, il fait partie aussi de mes auteurs chouchous. Et cette nouvelle, c'est leur première collaboration. Je savais pas. Quand j'ai lu l'introduction, je me suis dit, ah, trop bien, trop bien. Je vais voir ce qu'ils nous ont pondu. Parce que moi, à l'époque, j'avais vu dans Les Eaux d'Herbe un film qui était disponible en tout cas sur Netflix que j'avais adoré. Et ce film, il est sorti d'une nouvelle, d'une collaboration entre les deux. Du coup, quand j'ai vu ce petit tome en occasion, je me suis dit, ok, c'est le moment d'y connaître la combinaison de ces deux plumes, étant donné qu'au cinéma, ça marche mais tellement bien. Et j'étais pas déçue. Loin de là, c'était mini coup de cœur, on pourrait dire, parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une nouvelle, ça fait une centaine de pages et c'est issu d'un recueil de nouvelles qui était à la base dédié à la mémoire de Richard Matheson. En fait, les deux auteurs, ils se sont inspirés d'une nouvelle de l'auteur qui s'appelle Duel et qui mettait en scène un camionneur fou qui suivait un automobiliste et qui voulait sa peau. Dans cette réinterprétation de la nouvelle Duel de Matheson, les deux auteurs, Joe Hill et Stephen King, mettent en avant des motards qui se font pourchasser par autocamionneurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont fait une chose à ne pas faire et du coup, la vengeance et l'horreur engendrée par ces camionneurs va être, disons, létale pour nos motards. J'ai beaucoup aimé leur proposition. J'ai pas encore lu la nouvelle d'inspiration. J'ai pas encore lu la nouvelle Duel de Richard Matheson, mais je pense que je vais me la procurer et je vais passer un très bon moment de lecture. En tout cas, Plan de Gaz de Stephen King et Joe Hill, je vous les recommande. Si vous voulez pas vous la procurer dans ces formats, il faut savoir que cette nouvelle est disponible également dans le recueil de nouvelles Carrousel Infernal écrit par Joe Hill. Voilà. On va passer maintenant à un autre auteur chouchou avec une saga que j'ai commencé durant mon enfance mais que j'avais pas continué. Du coup, pour moi, ça c'est de l'inédit. Il s'agit du tome 11 de l'Épouvanteur, le pacte des Slytherin. Pour moi, cette saga, c'est toute mon enfance, c'est un chouchou, c'est un bijou de la littérature dark fantasy. On est ici dans la présence des créatures de l'obscur, des créatures qui se nourrissent des ténèbres et qui ont des actions vraiment horribles. C'est tome 11 qui pour moi est en quelque sorte un hors-série parce que en fait, les personnages principaux de cette saga, que ce soit Tom, Alice, John Gregory, le grand épouvanteur, ils sont pas présents. On voit juste Grimalkin, la sorcière au ciseau du clan Malkin, la tueuse du clan Malkin, mais on la voit de manière très fugitive, très rapide vers la fin de ce roman qui met en avant plutôt un autre personnage, le personnage des Slytherin, qui est un Kobalos, une créature de l'obscur. C'est une créature très méchante, disons, qui envisage les humains comme des proies potentielles, comme des repas potentiels, mais par un concours de circonstances, elle se voit amenée à protéger 3 filles à cause d'une promesse ancienne. Les choses et leur périple ne va pas bien se passer et ce Kobalos Slytherin, il va être amené à faire des choses qu'il ne se croyait pas capable, à affronter ses semblables pour protéger des humains. Il rencontre à un moment donné Grimalkin et les choses, vont être pimentées, vous vous en doutez. Je peux pas vous dire plus sur cette saga parce qu'on est déjà au tome 11 et je veux pas vous spoiler, mais il faut savoir que ce roman, en tout cas pour moi, c'est une ébauche de sa saga, d'une autre saga de l'auteur qui s'appelle Arena 13. Du coup, si vous êtes à jour dans l'Épouvanteur et si vous avez beaucoup aimé ce tome 11, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Arena 13 parce qu'il y a des principes et des thématiques qui vraiment sont issus de ce roman. Il y a cette idée d'arène, il y a les combats, il y a même la présence du Jim Hobb qui est vite fait.
il est vite fait mentionné. Il n'y a pas grand chose à faire ici, mais en tout cas, c'est une ébauche. C'est une ébauche pour cette saga. Pour moi, c'est clair, c'est sûr et certain. Voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé et je sais pas si ce personnage de Slither, il va apparaître dans la suite de la saga ou dans les sagas adjacentes, parce qu'il y a le frère. Je me rappelle pas. Il y a une autre saga qui est dans l'univers de l'épouvanteur, mais malheureusement, elle n'est pas finie parce que l'auteur, il est décédé avant. Je sais pas si on rencontre à nouveau les Kobalos et Slither, mais en tout cas, moi, j'aurais bien aimé connaître plus, avoir plus de détails sur son espèce, sur son identité, sur son évolution. Voilà, voilà. Je vais passer maintenant à une autre série que j'aime beaucoup, une série de mangas qui s'appelle My Hero Academia tome 38. On est bientôt à la fin. Normalement, cette série va se finir en 42 tomes et on n'est pas loin. On est dans un arc où nos héros combattent les vilains, les méchants qui sont en train de détruire le Japon, qui sont en train de s'approprier le Japon. Ils sont en train de gagner. Et du coup, nos héros qui ont vu leur rang en monderie après un événement qui s'est passé, parce que je veux pas vous spoiler, voilà. Ils sont en train de combattre ces vilains et ça se passe pas bien. Ça se passe pas du tout bien. Dans ce tome 38, on aura plus de détails sur le passé et sur le psyché de ce personnage, de ce vilain qui s'appelle Himiko. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ses interactions avec les autres personnages de son environnement, notamment avec les héroïnes. C'est chouette. Si vous aimez le manga des combats, si vous avez aimé les shonen à la Dragon Ball, à la Naruto ou je sais pas quoi, Fullmetal Alchemist, peu importe, les shonen en général, je pense que ce titre pourrait vous plaire. C'est un titre qui s'inspire un peu des comics américains, mais avec des personnages originaux. J'adore. Franchement, j'adore et vivement la suite. C'est tout ce que je peux vous dire. On va suivre avec un autre manga. Cette fois-ci, c'est un one-shot qui s'appelle Miroir des Kayushirai et d'Imisu Posuka. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les mêmes auteurs qui ont créé The Promised Neverland. Cet univers plein de noirceur où les humains se font bouffer par des monstres. Je pense que ce one-shot, c'est la suite parfaite pour découvrir où la palette et tout le talent des auteurs, parce que dans cet univers, dans Miroir, on est dans un univers très doux, inspiré par la vie de Chanel, de Gabrielle Chanel. Et même si les thématiques abordées sont des thématiques très actuelles, comme l'acceptation de soi, les rêves, la motivation d'avancer dans la vie et l'acceptation de l'autrui, je pense que ces thématiques, ils sont très bien amenées d'une manière très douce, très posée, et on voit vraiment le talent de ces deux auteurs qui ont réussi à bâtir quelque chose à partir, disons, d'un prompt, d'une commande, parce que en même temps, ils devaient mettre en avant l'univers de Chanel, des thématiques de mode, et je trouve que ces deux auteurs, ils ont réussi leur pari avec brio. Les pages tout en couleur se mélangent parfaitement avec des pages en noir et blanc, et je trouve qu'il y a une beauté dans cette simplicité qui est ramenée par les auteurs. Je trouve qu'ils ont su concevoir ces trois histoires et j'ai passé un très bon moment de lecture, un véritable moment de bonheur en lisant ces one-shots. C'est très instructif, c'est très chouette, notamment parce qu'à la fin, on a un interview des deux auteurs et on voit un peu comment ils ont créé cet univers à partir de quoi ils l'ont créé, c'est quoi leurs inspirations, et je trouve très enrichissant de mettre cette interview à la fin de ces one-shots. En plus, les récits sont très jolis, très bien ramenés. Mon récit préféré, c'est celui avec la fille qui change tout le temps d'apparence, et je trouve que ces deux auteurs ont su la mettre très bien en scène. D'ailleurs, parlons un peu aussi d'édition. Je trouve que les pages sont de très bonne facture. On a du papier glacé qui rappelle un peu la Perfect Edition des Fullmetal Alchemist, mais également la Perfect des Sailor Moon. En tout cas, je trouve qu'ils ont fait une sacrée démarche d'édition. C'était très chouette. Vraiment, c'était très chouette. Et si vous trouvez ce point chaud dans cette édition, parce que c'est l'ancienne édition Kazé, c'est pas Crunchyroll, n'hésitez pas. Je sais pas comment ils l'ont réédité, s'ils l'ont réédité, mais en tout cas, n'hésitez pas. Miroir, c'est un très chouette manga. On va revenir maintenant dans l'univers que j'adore, dans l'univers de l'épouvanteur. J'ai tardé un peu à lire, franchement. Quand j'ai ouvert le bouquin, je voulais le lire tout de suite après la fin du pack de Slither. Mais si vous avez regardé mon book haul, vous connaissez déjà mon désarroi concernant
me manque des 10 premières pages de ce bouquin. En fait, c'est plutôt les 2 premières pages du récit proprement parlant. Du coup, j'étais dégoûtée et ça m'a sorti un peu de mon mood de lecture. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il me manquait des pages, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je voulais pas retourner l'édition. J'aurais pu me faire rembourser par Gilbert Joseph, mais je voulais pas parce que je sais que ce format agrandi n'est pas vraiment disponible. Je sais que le petit format à 8 € et quelques, il est toujours disponible, mais ce format, ce grand format, il n'est pas disponible ou très difficilement trouvable. Du coup, je me suis fait un peu violence et je me suis dit ok, on va le garder, on va chercher les pages sur internet, les 2 premières pages et on va continuer notre lecture en physique. Du coup, j'ai trouvé un fichier PDF, j'ai lu les 2 premières pages et j'ai continué ma lecture dans ce format. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce tome 12 qui met en avant le périple d'Alice dans l'obscur. Pour ceux qui ne savent pas, le tome 10 nous avait laissé dans une expectative parce que nos héros, ils sont très proches d'entraver le malin à tout jamais, de le détruire, mais pour cela, ils ont besoin d'un objet très précis qui se trouve dans l'antre du malin, dans son territoire obscur. Et là-bas, eh bien, les créatures sont très malveillantes et ne vont pas hésiter une seule seconde à faire la peau de notre chère Alice. Pourtant, elle va retrouver un allié inespéré, un allié qu'on a déjà vu dans des tomes précédents. Je ne veux pas vous spoiler la surprise, je ne veux pas vous gâcher la surprise. Je ne m'attendais pas de retrouver ce personnage, mais c'était une chouette aventure, une chouette découverte. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on a plus de détails sur le passé d'Alice. On voit plus, on a une vision plus globale, on a une vision d'ensemble, on a une vision plus détaillée des premières années d'apprentissage en tant que sorcière chez Lizzie l'osseuse. On voit un peu son cauchemar, on voit un peu tout ce que cette femme lui a fait subir, l'angoisse, la terreur, etc. Et c'est une très bonne découverte. Comme dans le tome précédent, le tome 11, les personnages de Tom et de George Gregory, ils sont pas présents en fait. Là, on s'axe sur Alice, on voit un peu son passé, son présent et disons ses actions potentielles, ses actions futures, mais on n'a pas ce lien avec Tom Ward et John Gregory, les épouvanteurs. Voilà, j'ai hâte de connaître la suite, j'ai hâte d'avoir à ma possession le tome 13 et j'espère que je vais le trouver dans un bon format et cette fois-ci, j'aurai pas un manque de pages. Voilà. On va continuer notre bilan lecture avec un récit qui était une aventure, une vraie aventure. Au tout début de mon récit, je vous avoue que j'avais du mal. J'avais du mal à rentrer dedans parce qu'il y a des passages d'explications, de passages de descriptions, toute la page. C'est un monologue interne, un bloc massif, sans espace, sans rien. C'est un bloc de texte. Franchement, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Je trouvais long et je comprenais pas où l'autrice, parce que Lionel Shriver, c'est une femme et pas un homme comme je pensais au tout début. C'est une femme qui a reçu un prix pour ce roman. Voilà, fin de la parenthèse. Je savais pas où elle nous menait parce que le synopsis, il nous parle d'un tueur en série, d'un gamin qui a tué ses compagnons de classe et de cette mère qui est un peu déconcertée, qui est un peu perdue à cause des actes de son fils. Au tout début, je retrouvais pas ça, je savais pas dans quoi je m'embarquais vraiment parce qu'il faut savoir que ce récit, il est écrit d'une manière épistolaire. En fait, c'est la mère de famille, c'est Eva qui décrit tout ce qui s'est passé du moment où elle a mis au monde, où elle essayait de mettre au monde son fils jusqu'au moment présent et qu'elle envoie ses épistoles, elle envoie ses lettres à son ex-mari Franklin. Et à travers ces récits, elle essaye de se remémorer le passé et elle essaye de comprendre ce qui a poussé ce gamin à commettre l'irréparable. À travers ces lettres, à travers ces épistoles, on trouve une mère de famille complexe, une mère de famille qui est très incarnée, qui est très réelle en fait. J'ai trouvé que ce personnage d'Eva, il est vraiment incarné. J'ai trouvé que l'autrice, elle a su lui donner chair. J'ai trouvé que c'est un personnage réel qui a beaucoup de défauts, mais également beaucoup de qualités. On comprend ses tourments à travers les pages, on comprend ce qui l'a ramené à être comme ça, on comprend ce qui l'a ramené au moment présent, on comprend ses tourments, on comprend cette relation dysfonctionnelle entre Kevin, qui était son fils, qui est toujours son fils, et Eva. On voit les liens dysfonctionnels qui se sont tissés à travers les années et on voit ce gamin qui était un gamin vraiment très bizarre,
depuis son jeune âge. Et c'est très complexe. C'est un roman très très complexe. Il m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. Les personnages sont vraiment très très bien décrits. J'ai détesté le père de famille. Je détestais plus le père de famille que le gamin qui a commis les meurtres. Parce que le père de famille, il était tellement obnubilé par sa progéniture, il voyait pas ses réelles intentions, il voyait rien du tout. On dirait qu'il était aveugle. Il était aveuglé par son amour pour son fils. Et je le détestais. Franchement, je détestais ce personnage. Je détestais le personnage de Franklin. Je voulais juste le prendre par le col et lui donner une belle bonne raclée parce que non, il voyait pas la réalité. Sa réalité à lui, il était tellement émerveillé, tellement belle. Son fils, c'était parfait. C'était un fils parfait alors que tout le monde autour de lui avait tort. Tout le monde. Peu importe, dès qu'il s'agissait de son fils, tout le monde était un tort. Même sa femme, il rejetait toutes les fautes, tout ce qui s'est passé dans le couple, tout ce qui s'est passé avec son fils. Il rejetait toutes les choses, toute la faute sur sa femme, sur Eva. Et je le détestais. Franchement, je lui ai pas voulu du bien. Chaque fois quand il apparaissait, chaque fois qu'on avait un passage de ces personnages, j'étais « Oh, casse-toi, meurs !» J'étais là en mode « Allez, crève un peu, laisse-nous tranquille parce que j'en pouvais plus de sa façon de faire, de ses manières, j'en pouvais plus. Père Total, c'est un très bon récit, c'était une aventure, c'était une expérience inoubliable, je pense que ça va faire partie de mes coups de cœur. Je suis pas sûre, je tâtonne encore, je vais me dire peut-être qu'il va faire partie parce que c'est un de ces récits où tu cogites beaucoup, où même après la lecture, il y a des choses qui te reviennent dans la tête et tu te dis ah oui, ok, c'est de cette manière-là, je comprends. C'est complexe, ça fait mal au cœur, c'est très incarné, c'est très réel. Franchement, ça pourrait être une histoire vraie, issue des faits réels, parce que je suis sûre qu'on peut trouver des ressemblances entre la réalité et ce qui se passe dans ce roman. Vers la fin, j'avais quelques doutes concernant quelques ficelles scénaristiques, mais j'ai beaucoup aimé, même si je me suis rendu compte de certaines choses avant la fin, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le recommande. Il faut qu'on parle de Kevin, d'Eleanor Shriver. Lisez-le, même si au tout début, vous savez pas, vous accrochez pas au tout début, avancez. Franchement, avancez, outre ces pages de description interminables, mais vous allez découvrir une histoire très très complexe. Et on va passer maintenant au dernier titre de ce bilan lecture qui est La présence de John Saul. John Saul, ça fait partie d'un de mes auteurs chouchous. Je pense parce que je l'ai découvert durant mon enfance et c'était un auteur d'horreur que j'avais beaucoup apprécié et je me suis rendu compte que La présence est en fait une relecture. Je l'avais lu par le passé sous un autre titre et j'avais beaucoup apprécié. C'était une chouette lecture, même maintenant, enfin, plutôt une chouette relecture. Mais j'ai trouvé pareil le schéma type des romans de John Saul. Même si je passe un agréable moment chaque fois, je vois un peu la structure narrative, je vois un peu la structure du texte. Parce qu'on a toujours ce prologue qui nous annonce pas mal des choses. On a ce début avec ces personnages tourmentés, on a le développement de l'action avec les méchants, les gentils, et ce dénouement qui parfois il est un peu maladroit. Je sais pas ce qui se passe avec certains auteurs, mais parfois leur fin de récit n'est pas mirobolante, mais ça passe. C'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, même si je chipote, même si je vous dis oui, il a une structure typique. Oui, si vous êtes connaisseur de la plume de John Saul, vous allez reconnaître certains ficelles scénaristiques, mais c'est toujours bon et j'aime beaucoup sa manière d'écrire, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup comment il ramène cette horreur scientifique, médicale, comment il la met en place, comment il développe le décor et les personnages, parce que toujours c'est des personnages un peu tourmentés, c'est des personnages qui viennent des familles un peu décomposées et j'adore. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que je déteste cette couverture. On dirait un PowerPoint des années 80. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Moi et la simplicité, moi juste une page blanche, une page bleutée comme ça avec le titre et le nom de l'auteur, ça le fait pas et ça me donne pas trop envie de le sortir de ma palle. C'est pour ça que j'ai tardé. Je pense que c'est un des rares John Saul qui reste
restait dans ma palle, il me reste encore un, mais pareil, ça va être une relecture, je l'avais déjà lu par le passé. Voilà, fin des parenthèses. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce récit. Catherine est une archéologue qui est connue sur le plan national, peut-être international. Elle vit avec son fils Michael dans une ville très agitée, très peuplée. Et les choses ne se passent pas très bien dans la ville de Michael parce qu'il doit faire face à des bullies, à des garçons pas très bien intentionnés dans son école, dans son lycée. Cependant, les choses vont s'arranger parce que Catherine reçoit une proposition de travail d'un riche milliardaire japonais qui demande son aide sur l'île des Hawaï. Là-bas, elle va devoir étudier les reliques d'un corps retrouvé en terre, un squelette qui est à moitié humanoïde. On pense pas que c'est un humain préhistorique, mais on n'a pas vraiment de données. Et son garçon Michael, entre-temps, il doit faire face à cette nouvelle réalité, à son bahut. Il doit faire face à, disons, des nouvelles menaces latentes. Et à un moment donné, au moment où tout paraissait s'arranger, il y a ce banc des minuit qui va tout changer. L'horreur va s'immiscer dans la vie de Michael et de sa mère. Et des complots qui se jouent en sourdine vont sortir à la surface de la terre et l'horreur pourra commencer pour cette famille qui n'a rien demandé. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un agréable moment de lecture en compagnie de la présence de John Saul et je vous recommande, si vous connaissez pas John Saul, n'hésitez pas, vous pouvez trouver ce titre notamment en occasion parce qu'il n'est plus édité en France malheureusement, même en anglais c'est assez difficile de le trouver à un prix acceptable, mais si vous tombez par hasard, n'hésitez pas à donner lui sa chance. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment de visionnage. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres, si un de ces titres vous intéresse. En tout cas, je vous fais plein bisous. Et les chats sont avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.